Alors voilà, je suis donc Sylvie Plamont-Le-Petit. Je termine une carrière d'enseignante en maternelle et je suis la maman donc d'un jeune dyslexique de 25 ans. L'APDIS, c'est une association d'adultes 10 et de parents d'enfants dyslexiques, dysorthographiques, dysgraphiques et dyscalculiques. La dyslexie est un trouble du langage écrit. D'autres associations sont dédiées à la dyspraxie, qui est un trouble de la coordination motrice, ou à la dysphasie, qui est un trouble du langage oral. Les troubles dys font partie des troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou comme le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA ou TDAH. Depuis la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, sur la participation et l'inclusion des personnes handicapées, les troubles dys sont aujourd'hui reconnus comme étant des handicaps cognitifs. Le mot handicap a pu à l'époque gêner certaines personnes. Mais si on prend la définition officielle du mot handicap, limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant, les troubles dys sont bien des handicaps. Des handicaps invisibles dont on parle encore assez peu et qui par conséquent restent méconnus. On les connaît peu ou on les connaît mal. On peut par exemple en connaître les définitions, mais pas leurs impacts sur la vie scolaire, universitaire, professionnelle ou sociale. Les buts de notre association au niveau régional sont d'accompagner les familles qui, au numéro de l'asso, peuvent nous contacter 7 jours sur 7. Ce sont souvent des parents très inquiets qui viennent d'apprendre le diagnostic ou des parents qui sont en difficulté avec l'établissement scolaire ou l'université pour mettre en place les aides et les aménagements nécessaires pour compenser les troubles. Ce sont des parents qui parfois culpabilisent car les troubles ont été repérés tardivement. C'est assez souvent le cas car les jeunes dys sont tous intelligents, pour certains même très intelligents. On trouve des dys dans les enfants à haut potentiel. Et donc, ces enfants compensent en permanence leurs troubles, au point parfois de les masquer très longtemps. Notre rôle est donc avant tout de rassurer ces parents. Certes, les troubles dys sont des troubles durables. Ils ne disparaîtront jamais tout à fait. Mais en compensant et surtout en les aidant et en aménageant, leurs enfants pourront choisir un métier qui leur plaît et s'y épanouir. Ces parents ont également besoin d'être rassurés sur le fonctionnement de leur enfant. Oui, les autres dys sont aussi distraits et peu organisés. Oui, ils ont également tendance à oublier leurs affaires, à rêver, et pour certains, c'est une question de survie. Ces parents ont besoin d'être conseillés. Quelle attitude adopter face aux mauvaises notes, aux bulletins, aux appréciations, juste parfois inadmissibles, comme par exemple « soigne ton écriture » pour un dysgraphique ou pour un dyslexique, attention à l'orthographe. Aux remarques comme « as-tu appris ta leçon ?» alors qu'en famille, ils y ont passé toute la soirée ou tout un week-end. Les troubles dys engendrent encore beaucoup de souffrance de la part des enfants et beaucoup de souffrance aussi pour les parents. Tellement frustrant pour les enfants de ne pas pouvoir exprimer correctement leurs pensées à l'écrit, de ne pas pouvoir restituer leurs connaissances, d'être pénalisés quand en sciences ou en histoire, ils connaissent le mot, mais qu'il est considéré comme faux à cause de l'orthographe. Certains baissent les bras, se découragent en disant « je suis nul ». Une petite phrase qui n'est pas sans conséquence. Perte de l'estime de soi, de la confiance en soi, stress, anxiété, qui peuvent aboutir à une phobie scolaire ou dans certains cas, à un refus scolaire anxieux. Donc, accompagner, rassurer les familles, les conseiller
mais aussi les informer, par exemple sur les différents plans prévus pour aménager la scolarité et les examens. Il en existe deux, principalement. Le plan d'aménagement personnalisé, le PAP, qui est proposé par l'Éducation nationale, qui a l'avantage de pouvoir suivre l'élève de la maternelle à la terminale et de lister tous les aménagements possibles par matière. Si celui-ci ne suffit pas, et surtout si les parents ont besoin d'aide matérielle, comme un ordinateur, des logiciels, un matériel pédagogique adapté ou une aide humaine, AESH, après notification de la Maison des personnes handicapées, la MDPH, c'est le projet personnalisé de scolarisation qui sera alors proposé, le PPS. Au téléphone, nous avons également beaucoup de questions et d'interrogations sur l'orientation des jeunes 10. Globalement, ils sont encore assez souvent mal orientés. Avec pour beaucoup une voie professionnelle conseillée, voire imposée, sans intérêt particulier du jeune pour la filière, ce qui bien sûr, tôt ou tard, pose problème. On retrouve des jeunes dyspraxiques en mécanique auto, vous imaginez un petit peu leurs difficultés, ou en cuisine. Certains, bien sûr, pourront y réussir, mais bon, ce n'est pas forcément la bonne voie pour eux. Nous avons aussi beaucoup d'appels d'étudiants. Pour eux, comme pour les plus jeunes, la difficulté principale est la prise de notes. L'écriture est difficile. Les dyslexiques ne sont pas multitâches. Il leur est impossible d'écrire et d'écouter en même temps un cours. La prise de notes pour eux est fastidieuse et fatigante pour un résultat toujours décevant. Le cours est souvent incomplet, les mots sont illisibles, donc finalement ils se sont fatigués beaucoup pour peu de choses. Les 10 sont en général lents et cette lenteur les fatigue. En effet, courir en permanence pour tenter de rattraper d'autres qui sans trouble vont beaucoup plus vite est épuisant. On le voit nous par exemple en randonnée, quand on arrive les derniers à la pause et qu'à peine arrivé, le groupe repart. Pas toujours facile. Une autre difficulté pour les étudiants, notamment pour les futurs ingénieurs, est la validation des examens d'anglais comme le TOEIC. Un examen qu'ils passent souvent plusieurs fois, en le ratant souvent de peu, mais qui leur occasionne pour chaque passage une dépense d'autant plus importante que certains ont quitté leur école, travaillent et doivent retourner dans la ville de leurs études pour ce fameux TOEIC. Certains ingénieurs n'ayant pas réussi à le valider travaillent sans avoir le titre d'ingénieur. Au niveau national, nous avons pu aider certains d'entre eux à l'obtenir malgré tout et nous avons commencé à instaurer un début de réflexion sur cette question des examens d'anglais, notamment avec la conférence des grandes écoles. Des adultes 10 aussi nous contactent régulièrement, soit simplement pour nous partager leur parcours, leur réussite, conscients que leurs témoignages pourront encourager les plus jeunes. Et c'est vrai que ces témoignages sont toujours excessivement appréciés durant nos rencontres. Ils nous téléphonent aussi pour des conseils, pour une reconversion professionnelle ou pour des aménagements de concours. Ils nous posent aussi beaucoup de questions relatives à la passation et à l'obtention du permis de conduire. En effet, selon la forme et le degré de dyslexie, il y a toujours un trouble de l'automatisation. Le code puis la conduite prendront donc davantage de temps et sont en général plus difficiles que pour les non-dys. Nous passons donc beaucoup de temps au téléphone, mais pas que. Dans notre vie d'avant, avant Covid, nous organisions des rencontres, des conférences, des journées de 10, des cafés 10, où nous invitions des médecins, des neurologues, des psychologues, des événements qui étaient aussi ouverts aux professionnels, aux enseignants, aux orthophonistes, etc. Nous tenions aussi des stands dans les salons des étudiants. Nous reprendrons bien sûr ces activités bientôt, c'est certain. Nous contribuons aussi le plus possible par tous les moyens de diffusion et de communication, page Facebook, compte Twitter, site internet, journal mensuel, à l'information sur ces troubles 10 auprès des parents, des enseignants
des professionnels médicaux, paramédicaux, auprès des administrations, auprès d'organismes, par exemple des organismes de soutien scolaire ou d'établissements scolaires, de centres d'apprentissage dans lesquels nous pouvons nous déplacer. Nous avons des outils assez intéressants pour sensibiliser différents publics, des DVD qui donnent d'ailleurs la parole à des jeunes 10 et à leurs proches, des PowerPoint. Nous avons aussi un jeu de loi qui permet de se mettre en situation de trouble. Voilà un petit peu pour nos actions au niveau local. Je suis également membre du CA, de la Fédération Anapédis, qui regroupe au niveau national nos apédis régionales. Ça nous permet de siéger au Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, dans 2 commissions importantes, la commission scolarité et éducation, avec laquelle nous avons travaillé entre autres tout récemment le dernier décret et la dernière circulaire relative aux aménagements d'examen. Nous avons pu échanger à ce sujet, les aménagements d'examen, avec le défenseur des droits juste avant qu'il prenne sa retraite et l'alerter sur les disparités territoriales et les inégalités de traitement constatées d'une académie à l'autre, notamment en ce qui concerne l'utilisation de certains logiciels comme antidote. Nous sommes également au sein du CNCPH dans une autre commission très importante pour nous, santé, bien-être et bien-traitance. C'est vrai que cette bienveillance, nous voudrions qu'elle se généralise. Il y a encore vraiment beaucoup de travail pour qu'elle s'instaure dans les classes et un peu partout. Je vais maintenant parler un petit peu des 10 et de l'emploi. Certains jeunes qui, durant toute leur scolarité, ont pu se passer de la reconnaissance officielle du handicap, sont parfois dans l'obligation de demander une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, quand arrive le moment des stages en entreprise ou de l'entrée dans la vie professionnelle. En France, face à l'emploi, la grande question est encore, faut-il signaler sa dyslexie à un recruteur ou à un futur employeur? La réponse diffère selon les jeunes. C'est pas du tout simple de trancher. Car alors que dans certains pays, la dyslexie est perçue comme un plus, de par la grande capacité de travail de ceux qui sont porteurs de troubles de 10, certains aussi ont une vision en 3D, ils ont un raisonnement et un cheminement atypiques qui peuvent enrichir un travail en équipe. Il y a d'ailleurs un livre qui parle du don de dyslexie. Si c'est reconnu beaucoup ailleurs, en France, c'est pas encore tout à fait pareil. Et beaucoup hésitent à dire qu'ils sont dyslexiques. Moi-même, mon fils, c'est pas simple du tout. Le premier emploi qu'il a trouvé, il ne l'avait pas dit, ce qui crée aussi d'autres problèmes. C'est une grande question. Il y a une jeune fille qui actuellement a fait breveter un logo à appliquer sur les mails, comme quoi en fait elle est dyslexique parce qu'elle souffrait énormément des réflexions quand elle envoyait les mails. Voilà. Alors si le trouble est annoncé au travail, il faut savoir que recruter un collaborateur 10 va réclamer une attention particulière de la part du recruteur. Il va être important, par exemple, d'adapter les tests d'évaluation des candidats 10, soit en les simplifiant, soit en proposant des plus adaptés, notamment pour l'anglais. Il va falloir aussi veiller à simplifier les outils d'évaluation, voire s'appuyer sur d'autres outils. De la qualité de l'entretien d'embauche va dépendre souvent la future intégration de la personne 10 dans l'entreprise. L'entretien doit permettre au recruteur de cerner le mode de fonctionnement du candidat. Il doit l'amener à évoquer ses difficultés liées à son trouble, mais aussi les adaptations dont il a bénéficié jusqu'alors et qui lui seront encore utiles au travail. Il faudra peut-être ensuite avec lui aménager le poste de travail. Il existe pour cela de nombreux outils. Il existe des logiciels d'assistance à l'écriture, comme des prédicteurs, on tape les premières lettres et les mots apparaissent.
des logiciels de correcteurs d'orthographe, des logiciels de reconnaissance vocale. L'ordinateur écrit alors sous la dictée. Il existe aussi des logiciels de lecture, de synthèse vocale qui permettent de lire un texte. Certains logiciels sont dits libres, gratuits, beaucoup restent payants. Il faudra penser éventuellement à de plus grands écrans pour les ordinateurs, à des caractères qui favorisent la lecture. On conseille souvent au minimum Arial 14. Il existe aussi des outils de reconnaissance de caractères écrits avec des tablettes numériques, des tableaux interactifs, des stylos numériques. Voilà, on a eu l'exemple d'un ouvrier qui était très gêné au quotidien parce qu'il allait sur des chantiers et son employeur refusait qu'il utilise sa tablette. Et sans sa tablette, il ne pouvait rien faire. C'est un outil qu'il avait toujours utilisé. Donc voilà, dans ces cas-là, on essaye d'intervenir en expliquant pourquoi il en a besoin et essayer de négocier avec l'employeur. Certains ont absolument besoin d'une calculatrice puisque avec ce trouble de l'automatisation, les adultes 10, il est très rare qu'ils connaissent par exemple les tables de multiplication. Donc, la calculatrice est indispensable pour certains. Il faudra peut-être instaurer avec eux des points réguliers pour voir si tout se passe bien. Sensibiliser les collègues, ça nous l'avons fait aussi. Nous avons été appelés à certains endroits, à lors de petites réunions. Moi, j'avais eu la chance d'avoir un jeune qui avait beaucoup d'humour et donc qui avait expliqué ses difficultés. Et nous, on avait repris tout cela en expliquant le pourquoi de ces difficultés. Et ça avait vraiment beaucoup intéressé son équipe parce que c'est vrai que ça peut quelquefois être surprenant d'accueillir un jeune avec un bac +5, voire plus, et de le voir confronté à des difficultés toutes simples, d'un seul coup insurmontables. C'est vrai que quand on ne sait pas, ça peut vraiment surprendre. Il faudra pour ces travailleurs éviter les communications informelles, les choses qu'on va dire vite fait entre deux portes, parce qu'elles risquent de ne pas être captées et donc de ne pas être prises en compte. Il faudra toujours essayer d'anticiper les choses. Éviter de demander un compte rendu de réunion écrit, enfin, surtout si c'est dans l'urgence, plutôt au contraire adresser à la personne 10 un compte rendu de réunion. Éviter de saturer sa boîte mail avec trop de mails. L'idéal aussi, c'est de mettre une information par mail quand c'est possible. Il existe maintenant des outils aussi pour rendre des documents accessibles à la lecture. C'est le FALC, facile à lire et à comprendre. Il y a des outils aussi qui permettent de transformer des documents en FALC, en facile à lire et à comprendre. C'est assez facile à utiliser et c'est intéressant pour les 10, mais pas que pour les 10 en fait. Si un 10 doit intervenir en réunion, il est préférable de le prévenir à l'avance afin qu'il ait bien le temps de préparer son intervention. Éviter, si possible, le paperboard. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais ils ont beaucoup de difficultés à écrire et donc écrire devant les autres, ça peut les mettre vraiment mal. On peut raccourcir l'entretien annuel ou le fractionner pour que ce soit pas trop long. Il faut savoir aussi que les salariés 10 peuvent bénéficier d'aide MDPH. Ils peuvent bénéficier aussi d'un suivi particulier de la médecine du travail ou de la mission handicap. Un adulte non diagnostiqué, ça arrive aussi. Il arrive que, par exemple, on s'aperçoive des troubles justement au travail, ça devient trop compliqué, il y a trop de fatigue et la personne se pose des questions, s'aperçoit qu'elle est probablement 10 quelque chose. Là, c'est pas non plus très facile encore en France pour diagnostiquer et prendre en soin et rééduquer un adulte 10. Il faut savoir que tous ces petits conseils, en fait, il existe un petit livret édité par la Fédération française des 10, FF10, qui s'appelle Histoire de comprendre les 10 en entreprise, qui reprend un petit peu tous ces points-là. En conclusion, en fait, les dyslexiques ne dysfonctionnent pas, ils fonctionnent juste autrement, différemment. J'ai entendu cette semaine une citation, une image qui leur correspond bien, je trouve. En fait, c'est comme s'ils se présentaient en moto en permanence et qu'en permanence, on leur demande de pédaler. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'ils disent. Tout en sachant qu'il y a des formes de dyslexie différentes
et des degrés forcément de dyslexie différents.